Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence pour cette invitation à venir débattre avec vous. Alors, oui, là, je vais intervenir peut-être en tant qu'universitaire, mais surtout en tant que membre de ce collectif qu'on a créé en France, qui s'appelle les économistes atterrés. Alors, pourquoi atterrés? Parce qu'on a vu qu'après la grande crise de 2007-2008, eh bien, où l'économie dominante, libérale, avait failli complètement, puisqu'elle n'avait pas vu venir cette crise, ni n'avait pas vu l'ampleur qu'elle allait prendre. Et on s'était dit qu'on allait tenir compte de ce qui s'était passé et en tirer les leçons pour réorienter un petit peu les discours économiques. Et puis, bien, en 2010, toujours rien, et un certain nombre d'économistes, donc atterrés par le fait qu'on ne tire aucune leçon de ce qui s'était passé, ont décidé de monter ce collectif, donc, qui essaie, en France et aujourd'hui au Maroc, de diffuser l'idée que l'économie est avant tout politique, et que l'économie est une question de choix, et que l'économie n'est pas quelque chose de neutre, en quelque sorte. Voilà, il y a des règles à respecter et où on devrait se conformer à ce type de règles-là. Alors, pour ce qui me concerne, moi, en tant que Français et Européen, c'est une remise en question du mode de fonctionnement de l'Union européenne, qui est vraiment basé là-dessus, sur un système qu'on appelle l'ordolibéralisme, ça vient d'Allemagne dans les années 30. C'est un libéralisme, mais qui a pour objectif justement de respecter un certain nombre de règles, voilà, très précises, qui seraient un peu comme des tables de la loi. Par exemple, une inflation très faible, par exemple, un déficit budgétaire de l'État très faible, voire nul si possible, par exemple, une dette aussi faible que possible. Alors ça, ça peut être un objectif, mais c'est pas, ce type d'objectif n'a pas à être gravé dans le marbre, et on le voit aujourd'hui, s'avère complètement paralysant pour les économies européennes, mais je dirais à l'échelle mondiale. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui en Europe, eh bien, nombre de pays à travers le monde, que ce soit en Afrique subsaharienne, ou dans le Maghreb, ou en Amérique du Sud, ont vécu ça déjà depuis le début des années 80. On a appelé ça les programmes d'ajustement structurel. On a appelé ça, à partir du début des années 90, le consensus de Washington, cette série de politiques économiques d'inspiration libérale, avec toujours les mêmes recettes. Laisser faire le marché. Le marché, en gros, on est arrivé à faire croire à tout le monde que le marché était cette institution qui allait permettre de discipliner les États. Sous-entendu, les États, ils gaspillent, ils dépensent beaucoup, et le marché, il est là pour surveiller tout ça, pour empêcher que les États dérapent. Bien. Alors, toutes les mesures qui prônent la libéralisation, les privatisations, le retrait de l'État, etc., etc. Donc ces mesures-là, je ne reviens pas là-dessus, puisqu'elles sont bien connues et nombre de pays ont souffert de ces mesures. Donc les pays occidentaux et leurs bras armés, que sont le FMI et la Banque mondiale, avaient réussi à imposer ça dans les pays dits en développement. L'Europe aujourd'hui réussit le tour de force de s'auto-appliquer ce remède complètement inefficace. C'est par exemple ce que l'on impose aujourd'hui, ou ce que l'on tente d'imposer à la Grèce, avec un gouvernement nouvellement élu en début d'année qui essaie de résister et qui propose une alternative politique, et donc en termes également de politique économique, que tous les autres pays, les pays les plus importants en Europe, essaient de torpiller par tous les moyens, l'Allemagne et la France en tête, pour éviter qu'une alternative puisse surgir, pour éviter que l'on puisse s'apercevoir que oui, il y a une autre façon de faire de l'économie, il y a une autre façon d'envisager les choses, et il y a une façon d'envisager l'économie, pour raccrocher au thème du jour, dont le but est de poursuivre un objectif de justice sociale. Et, si vous voulez, dans notre collectif, on a quelques convictions par rapport à ça. Une première conviction est de dire que c'est pas le marché qui doit primer, mais c'est la démocratie.
Parce qu'on s'aperçoit de quoi très souvent? Et on s'aperçoit que là où on laisse le marché libre, la démocratie recule. Ça peut être assez simple à comprendre. Lorsqu'on laisse au secteur privé le soin de décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, eh bien, il y a peu de chances que ça coïncide avec l'intérêt général. L'objectif d'une entreprise, c'est quand même de faire du profit. C'est de s'occuper de faire du profit de sa santé individuelle. C'est pas de la philanthropie, c'est pas de faire le bien commun. Et encore moins la justice sociale. Si ces objectifs se confondent avec sa recherche du profit, pourquoi pas? Mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, première conviction, la démocratie doit primer sur le marché. C'est-à-dire que le politique doit prendre le pas sur l'économique. On arrive à nous faire croire que voilà, l'économie c'est tout en haut, et puis tous les aspects sociaux, et donc ça a été rappelé à plusieurs reprises, tous les aspects sociaux qui ont pour objectif d'atteindre, de favoriser cette justice sociale, et bien tout ça est placé un peu au second plan. On peut le comprendre également avec cette recherche effrénée de la croissance économique. La croissance économique, eh bien, c'est faire grossir la taille du gâteau économique, produire de plus en plus de richesses. Et avec l'idée derrière, l'idée véhiculée par les économistes libéraux ou néolibéraux, comme on les appelle aujourd'hui, qui est de dire, eh bien, plus le gâteau va croître, eh bien, plus chacun pourra avoir une part plus importante. Donc ça va bénéficier à tout le monde. Mais les faits sont têtus et montrent exactement l'inverse. C'est-à-dire que depuis la fin des années 70 et le début des années 80, depuis qu'on a appliqué ce type de politique, les inégalités ont augmenté comme jamais. Comme jamais. Les inégalités à l'intérieur des pays et entre pays. C'est-à-dire que le fossé se creuse à nouveau entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Et à l'intérieur des pays, qu'ils soient riches ou pauvres, entre les plus riches d'un pays et les plus pauvres d'un pays. Le modèle américain que l'on nous vante constamment, quand même un petit chiffre. Depuis le début des années 80, la croissance américaine a profité à quel pourcentage de la population? À 1%. C'est-à-dire que le revenu moyen, le revenu annuel moyen a progressé depuis le début des années 80 pour les 1% les plus riches. Pour les 99 autres pourcents, le revenu annuel moyen a diminué. 1%, 99%. Pourtant, il n'y a pas que des pauvres dans les 99% qui restent. Mais simplement pour vous donner une idée de ces inégalités qui augmentent et qui explosent comme jamais, enfin pas comme jamais, mais comme on retrouve des niveaux d'inégalité que l'on constatait au début du XXe siècle ou à la veille de la grande crise de 1929. Alors ça c'est dangereux parce que c'est aussi, ça met en danger la cohésion sociale, le vivre ensemble. Avec de telles inégalités, eh bien, on crée des frustrations, on crée des rancœurs, on crée de la précarité, on crée de la pauvreté, et donc tout ça, ça ne facilite pas la paix sociale et donc, bien évidemment, la justice sociale. Donc les libéraux nous font croire que c'est par plus de croissance, toujours plus de croissance, que ça va bénéficier à tout le monde. Avec l'idée derrière que pour financer cette croissance, en fait, il faudrait économiser. Il faudrait avoir de l'épargne. Et donc, qui a de l'épargne? Les plus riches. Donc favorisons les plus riches, donnons-leur plus de facilité fiscale, etc. Et ça, par la suite, ça leur permettra d'investir, de productivement, de créer de l'emploi. Et cette richesse que l'on aura donnée en haut de la pyramide, eh bien, elle va se diffuser petit à petit à l'ensemble de la population. Mais ça, derrière cette fable, il y a une réalité qui montre que ce n'est absolument pas le cas. Et donc, il convient si la justice sociale est véritablement l'objectif prioritaire en économie ne doit pas être la croissance économique, il en faut, bien évidemment, mais la croissance c'est plutôt le résultat. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est là où je dis qu'on intervertit les fins et les moyens. On a une fin on nous a fait croire que la fin c'était l'économie, que le moyen c'était le social.
Donc le social, il est au service de l'économie. Mais qu'on vient de renverser la proposition. La justice sociale, ça passe par quoi? Par une meilleure répartition des richesses, par des choix politiques, en faveur de l'éducation, en faveur de la santé, etc., etc. Mais des choix collectifs définis bien, au sein des sociétés, par chaque pays. Les choix peuvent diverger de pays à l'autre, mais avec cette idée que c'est par une meilleure répartition des richesses que l'on atteindra un meilleur niveau de développement, sachant que derrière cette croissance économique, qu'est-ce que c'est que la croissance économique? C'est on comptabilise des biens et des services qui ont été produits. C'est pas parce qu'on a produit des biens et des services que la population dans son ensemble va se sentir mieux. L'objectif, le développement, la justice sociale, c'est quelque chose de plus qualitatif, pas uniquement compter, voilà, parce qu'on a produit plus de voitures, on est plus heureux, on a produit plus de ce que vous voulez, on est plus heureux. On va être plus heureux parce qu'on aura réussi à faire du lien social, parce qu'on aura réussi à accéder à la culture, à l'éducation, parce qu'on sentira en bonne santé, parce qu'on aura des perspectives d'avenir, parce qu'on aura un but, un objectif commun, un but commun à atteindre. Donc ça passe par une réorientation complète de notre façon de penser. Le développement, c'est toujours la réalisation d'objectifs sociaux. Et l'économie, pour faire très simple, doit se limiter à ça. Permettre à chacun de vivre dans un environnement de justice sociale, de pouvoir se loger, de pouvoir se vêtir, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir avoir accès à l'éducation, à la santé, à la culture. Le reste est affaire de chacun. Donc, ça nécessite de déconstruire des discours et de souvent réorienter tout ce que l'on nous raconte.